Bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, nous avions introduit la problématique du cours de cette année sur les courtisans et les diplomates au Nouvel Empire, en nous demandant en quoi cette période marquait une évolution sensible par rapport aux précédentes dans le domaine des relations diplomatiques. L'abondance des sources disponibles sur les relations avec les puissances étrangères, notamment les fascinantes découvertes des archives d'El-Amarna et celles de la capitale hittite, Hattusha, laisse en effet penser que cette période de la fin de l'âge du bronze correspond à une sorte d'âge d'or de cette diplomatie internationale qui, entre deux conflits armés, vient régler les relations de paix ou tout au moins de coexistence entre les royaumes voisins de l'Égypte, grands et petits. Nous avions néanmoins rappelé, en faisant un détour par certains sites de Mésopotamie et de Syrie, des 3e et 2e millénaires avant Jésus-Christ, que la création d'un système diplomatique n'était pas une nouveauté de cette fin de l'âge du bronze, loin s'en faut, et qu'un certain nombre de sources, parfois allusives, certes, ou très partielles, suffisaient néanmoins à attester que ces relations diplomatiques concernaient aussi l'Égypte. Et vous vous souvenez que l'exemple de Khnumhotep III, un haut courtisan sous Sésostris II puis Sésostris III, engagé dans des missions au Levant, suffisait à lui seul à le démontrer. Alors, une des causes de la surreprésentation du Nouvel Empire dans l'histoire des relations diplomatiques égyptiennes serait donc en partie due au hasard des sources. Une autre cause est certainement aussi une évolution du décorum qui régule les représentations officielles. Jusqu'au Nouvel Empire, les représentations des étrangers étaient en grande partie exclues de l'iconographie non royale et l'étranger, soumis, annihilé, réduit au statut d'objet de prédation et de destruction, constituait un élément essentiel de l'iconographie et du discours pharaonique. Cette idéologie ne cesse évidemment pas avec le Nouvel Empire, bien au contraire, et les palais, les temples royaux, vous avez ici une image de Ménillet-Tabou, aussi bien que les éléments mobiliers, sont couverts de scènes d'humiliation des ennemis, représentation dégradante des étrangers qui forment le décor habituel de la cour des souverains égyptiens. Je vous renvoie à plusieurs études qui ont traité largement du sujet. Un article de John Baines sur l'attitude de l'élite égyptienne vis-à-vis et de la royauté vis-à-vis des autres cultures. Un ouvrage tout récent de John Zen sur l'iconographie de l'humiliation dans l'Égypte du Nouvel Empire. Et deux articles, l'un par Gerald Moers sous les sandales du pharaon en 2004 et de Ross, qu'on avait déjà cité la semaine dernière, sur la représentation de l'autre dans l'iconographie pharaonique. Mais on l'avait vu aussi, à partir de la XVIIIe dynastie, on voit se multiplier dans les tombes privées les représentations d'individus étrangers dans des contextes de tribus apportées en Égypte, mais pas seulement. On le voit aussi, on voit ces étrangers sous la forme d'ambassadeurs, mais parfois aussi même d'éléments intégrés à la population égyptienne. Il a souvent été aussi avancé sur la base d'hymnes divins et de textes funéraires du Nouvel Empire que la conception égyptienne du monde avait été réévaluée à cette période du Nouvel Empire pour laisser la place à une prise en compte de la diversité des peuples dans la création. Alors, cette thèse a été développée notamment par Jan Assmann, qui la résume ainsi. Après 1500, une nouvelle chose commença à se développer, une perspective universaliste s'ajouta à la perspective unitaire,
Et jusque-là, continue-t-il, on vivait dans un monde qui coïncidait avec l'Égypte. Ceux qui se trouvaient à l'extérieur ne faisaient plus partie du monde organisé, mais d'un chaos négatif qu'il faut évincer. À partir de 1500, les Égyptiens commencèrent à faire des expériences qui changèrent fondamentalement leur vision du monde, à la suite d'événements politiques bouleversants. Le mot-clé, c'est la domination étrangère, Ixos. Les Égyptiens entrèrent dans un réseau de politique mondiale et ils devinrent une grande puissance parmi d'autres grandes et petites puissances. Ainsi, l'on se rendait compte du fait que le monde organisé ne s'arrête pas aux frontières égyptiennes, mais qu'il comprend également une quantité d'autres civilisations et d'autres États organisés comparables à ceux de l'Égypte ancienne. Et enfin, Yann Assmann termine, on divisa les hommes en 4 races, les Égyptiens, les Libyens, les Asiatiques, les Nubiens, ou en 5 races en ajoutant les Crétois, la civilisation mycénienne et égéenne, et on rendit le Dieu créateur responsable de tous. Yann Assmann s'appuie notamment pour illustrer son propos sur un hymne de la XVIIIe dynastie, très connu, le papyrus Boulaq XVII, où on a une invocation à Amon-Ré comme celui qui distingue leurs apparences. Donc on parle des peuples, Ketsen, traduction que je préfère ici à celle de race, et les fait vivre, qui différencient leur peau l'une de l'autre. Donc cette conception culminerait à la fin de la XVIIIe dynastie dans le fameux grand hymne à Aton, monument littéraire et théologique de l'atonisme sous la révolution amarnienne, qui inclut une perspective universaliste de la théologie solaire poussée au paroxysme. J'en lis ici un extrait dans la traduction de Pierre Grandet. La Syrie, la Nubie et la terre d'Égypte, tu assignes à chacun sa juste position, créant pour ses besoins ce qui est nécessaire. Chacun se voit ainsi pourvu de nourriture et d'un temps d'existence justement mesuré. Leur langue dans leur bouche en langage différent et leur apparence de même. Leur couleur de peau est distincte car différencie les peuples étrangers. Dans le sein des enfers, j'aime pas trop la traduction enfer, mais enfin on voit ce que ça correspond, plutôt le monde souterrain, tu provoques une crue, la menant à ta guise, pour faire vivre les gens, car tu les crées pour toi. Quant aux contrées lointaines, toutes tu les fais vivre, ayant fait qu'une crue pour eux des cieux descende, telle une mer battant les montagnes de vagues, pour inonder leurs champs au moment qu'elle y tombe. Une crue vient du ciel pour les peuples étrangers, et les bêtes sauvages cheminant sur des pattes. Une autre pour l'Égypte surgit hors des enfers. La conception qui veut, comme on le voit de ce texte, qu'au Nouvel Empire, les Égyptiens se placent au sein d'une humanité composite, donc ils ne sont plus qu'un élément parmi plusieurs, issus du même créateur, a été discuté, notamment par Gerald Moers, dans l'article que j'ai cité juste avant, qui reprend précisément ce commentaire du grand hymne à Aton, dans lequel il ne voit pas la mise sur un pied d'égalité des Égyptiens et des peuples étrangers, mais au contraire, une même rhétorique déjà présente aux époques précédentes, une opposition fondée sur une opposition entre le ici et le là-bas. Pour lui, une telle géographie conceptualisée sert à prouver la suprématie égyptienne dans un monde bipartite, construit comme ici contre là-bas. Ici aussi, les pays étrangers semblent être présentés comme ayant été créés selon l'ordre de l'Égypte elle-même, mais cela n'est vrai que parce que le Dieu créateur égyptien les a façonnés à l'image du monde égyptien parfait, qui définit toujours la normalité, comme le montre la manière dont le texte tente d'expliquer le phénomène de la pluie, typique des régions géographiques autres que l'Égypte. Donc en fait, il tire argument du texte du grand hymne à Aton, qui montre une image de la pluie fondée sur
un modèle alternatif en quelque sorte de l'accès du Nil pour mettre en évidence qu'il n'y a pas en quelque sorte une attention à l'étranger qui serait une acceptation de l'altérité, mais au contraire un modèle égyptien qui est plaqué aussi sur le mode de fonctionnement des autres peuples. Alors nous aurons à revenir sur ces conceptions lorsqu'il sera question des influences étrangères à la cour égyptienne, mais il faut garder aussi à l'esprit que cette évolution des conceptions égyptiennes au Nouvel Empire est plus discutée qu'elle n'apparaît généralement. Et puis il ne faut pas oublier également que la question de la relation à l'étranger implique aussi la présence effective de l'étranger en Égypte, son intégration et son acculturation, en quelque sorte, même si le terme est souvent discuté. C'est une question fort complexe. Nous aurons l'occasion de rencontrer des membres de la cour ou leurs subordonnés qui portent des noms à consonance étrangère. Et la cour elle-même, vous le savez, est un creuset accueillant des reines étrangères par mariage diplomatique, ainsi que leur suite. La politique extérieure des pharaons passait par l'éducation à l'égyptienne de princes étrangers. Donc tout cela amène évidemment l'implantation de noyaux d'origine étrangère en Égypte et au plus haut même niveau de l'élite. La recherche récente s'est largement intéressée à ces phénomènes, mais a aussi cherché à réfléchir sur les fondements méthodologiques de la perception de l'ethnicité en s'appuyant sur une révision anthropologique de ces fondements. Je vous ai mis quelques titres par des auteurs qui ont porté cette réflexion. Thomas Schneider, Foreigners in Egypt, Archaeological Evidence and Cultural Context, qui note d'ailleurs en passant que contre toute attente, ni le nombre total d'étrangers individuellement connus au Nouvel Empire, ni le répertoire professionnel attesté pour eux ne dépassent les preuves du Moyen Empire. Il y a simplement une manière plus documentée de les percevoir au Nouvel Empire. Les biographies personnelles, les attitudes culturelles peuvent être étudiées plus en détail à cette période, mais d'un point de vue quantitatif, il ne perçoit pas une écrasante domination, en quelque sorte, de la présence étrangère en Égypte. Juan Carlos Moreno Garcia revient aussi sur le concept d'ethnicité et la manière dont il doit être pris en compte dans la recherche actuelle selon des méthodologies qui font la part aux avancées récentes de l'anthropologie. Et puis Bettina Bader, dans un essai sur la culture matérielle et les identités en égyptologie, met au centre du débat le lien entre identité et culture matérielle, ce qui constitue évidemment aussi le cœur de la pratique archéologique. Et elle interroge la relation directe qui est généralement établie entre les éléments de la vie quotidienne et les aspects de l'identité tels que le genre, l'âge ou l'origine ethnique. Et elle part pour cette analyse du cas évidemment topique de Tel el-Daba, le site d'Avaris fouillé par les équipes autrichiennes et qui a révélé évidemment énormément de données sur la présence proche-orientale en Égypte même. Alors ce ne sont que quelques titres d'une très abondante production scientifique sur le sujet. Donc pour reprendre le fil de notre raisonnement, s'il apparaît indéniable qu'il existait dès la haute époque de l'Égypte pharaonique des relations diplomatiques avec des royaumes étrangers, menées par des courtisans rompus à ces pratiques,
Eh bien, en quoi le Nouvel Empire se différencie-t-il de ce point de vue? La réponse nous semblera résider d'une part dans la manière dont les relations diplomatiques font désormais partie intégrante de la vie de cour, en occupant une place importante au sein même du palais royal, et d'autre part dans la manière dont le positionnement du pharaon et de sa cour doit s'adapter en fonction de la puissance d'autres cours et de leurs émanations, que ce soit par la guerre ou la diplomatie. C'est avant tout donc l'importance, plus que l'existence de cette diplomatie dans l'idéologie et les représentations pharaoniques, l'inclusion de l'étranger dans le fonctionnement même de la cour, non plus à la marge mais au cœur même du système, qui peut expliquer les mutations du Nouvel Empire. En tout cas, c'est ce modèle-là qu'il nous faudra mettre à l'épreuve. Alors, un des jalons importants dans cette évolution fondamentale est ce qui se passe à l'aube du Nouvel Empire, juste avant la réunification du pays par Ahmosis, on l'avait vu, le fondateur de la XVIIIe dynastie. Et on peut le percevoir à travers le témoignage d'une œuvre exceptionnelle qui est la Geste de Kamosis, selon l'appellation que lui a donnée Bernard Mathieu, qui en a fourni une traduction récente. Alors, qu'est-ce que la Geste de Kamosis? C'est une œuvre qui est connue malheureusement de manière partielle par différents monuments de la fin de la XVIIe dynastie et par une copie de la XVIIIe dynastie. Vous avez ici un aperçu synthétique des sources sur lesquelles on peut s'appuyer. À gauche, donc, la stèle K1, qui est un fragment d'une stèle monumentale qui donne une petite partie du texte, mais qui laisse aussi deviner toute l'ampleur du texte qu'elle devait contenir au départ. Ces fragments ont été découverts par Henri Chevrier en 1932 et 1935. Il y a les deux fragments qui se recollent pour en former un, qui était en remploi dans le troisième pylône de Karnak. La deuxième source, c'est la tablette Carnarvon 1, KRJE 41790, issue de Thèbes-Ouest, datant de la XVIIIe dynastie. Le texte, les lignes 1 correspondent aux lignes 1 à 16 de la stèle K1 qu'on vient d'évoquer et permettent de compléter le texte. Cette tablette donc correspond à une copie scolaire de l'œuvre et contient sur le verso une autre œuvre littéraire, l'enseignement de Ptahhotep. Cela nous montre que la Geste de Kamosis avait été érigée à la XVIIIe dynastie déjà au rang de classique quelque temps donc après sa création, puisqu'elle était recopiée ainsi sur des tablettes à vocation de conservation. La stèle K2, qui est relativement complète, a été découverte dans les fondations d'un colosse devant le deuxième pylône de Karnak. Elle correspond donc à la deuxième partie d'un texte dont le début se trouvait sur une autre stèle qui n'est pas conservée. Alors cette autre stèle, ça pourrait être la stèle K3, dont des fragments photographiés par Le Grain ont pu être étudiés par Luc Gabol puis par Charles Van Sicklen, qui en a retrouvé aussi certains des éléments près du 8e pylône. Et cette stèle, malheureusement, est très fragmentaire. Il est difficile de la situer dans l'organisation de la composition générale, mais donc elle correspond peut-être au pendant de la stèle K2. Et enfin, une quatrième stèle issue du site d'Hermante, où elle a été réemployée. Elle a été dégagée en 2008, donc par la mission dirigée par Christophe Thiers,
et elle doit être publiée par Sébastien Biston-Moulin. Il y est question de travaux menés par le roi Kamosis à Karnak. Alors, si l'on veut résumer la structure du texte et le contenu, on peut établir les points suivants. Le point de départ, c'est un conseil que tient le souverain thébain Kamosis avec la cour, et pendant ce conseil, il se lamente sur la situation de l'Égypte, partagée entre trois royaumes, le royaume des Hyksos, d'Avaris, au nord, celui de Thèbes, à partir de Cusae en Moyenne-Égypte jusqu'à Éléphantine, et puis un troisième au sud, celui de Kouf, le royaume de Kerma. Dans le texte, Kamosis va s'opposer à l'avis de ses courtisans qui prônent le statu quo, et il va engager un conflit avec le souverain des Hyksos, Apopie, en le provoquant verbalement et militairement. En interceptant une lettre portée par un messager d'Apopie au souverain de Couche, Kamosis va déjouer les plans de son ennemi et éviter la prise en tenaille de son armée. Il va pouvoir faire campagne au nord de son territoire et y remporter des victoires militaires qu'il célèbre triomphalement dans le temple d'Amon-Ré de Karnak, où il va faire ériger les stèles que l'on a vues à l'instant. Le texte appartient à l'évidence au genre de la Königsnovelle, le roman royal, la narration royale, que l'on a déjà vu la semaine dernière, qui met en scène, je le rappelle, la délibération du pharaon avec ses courtisans avant que le premier, donc le pharaon, n'impose sa décision à son audience, le reste du texte étant généralement consacré à la mise en œuvre de cette résolution du pharaon, dont la réalisation s'avère in fine couronnée de succès, ce qui évidemment motive la célébration de l'ensemble du processus, autant le succès de l'opération que la clairvoyance et la prescience du pharaon. Ce qui est intéressant dans la geste de Kamosis, c'est qu'il y a un véritable débat à la cour entre le roi et les grands du royaume qui défendent des positions diamétralement opposées. Le roi, quand il s'exprime, il tient ce discours dans son palais, à l'assemblée des grands qui étaient dans sa suite, et il dit « À quoi la reconnaîtrai-je, ma victoire, quand un chef, un Our, se trouve à Avaris, un autre à Couche, et que je siège uni à un Asiatique et à un Nubien, chacun possédant sa section de l'Égypte et partageant le pays avec moi. Nul ne peut le passer à partir de Outkapta, c'est-à-dire Memphis, et de l'eau de l'Égypte, peut-être une désignation du delta du Nil. Le voici en possession d'Hermopolis et nul ne peut se reposer ruiné par les redevances dues aux Asiatiques Sétiou. Je vais batailler contre lui et lui transpercer le ventre, car ma volonté est de sauver l'Égypte et de frapper les Asiatiques. » Un roi donc qui affirme ses intentions belliqueuses et le caractère insupportable qu'il ressent de cette division de l'Égypte, ce partage qui renvoie aussi à une sorte de traumatisme mythologique en quelque sorte de la partition de l'Égypte dont une partie échapperait aux légitimes représentants d'Horus sur Terre. Alors les courtisans, les grands du royaume, eux ont une vision complètement différente. Et ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que cette vision est exposée de manière développée. Alors que dans la plupart des Königsnovelle, soit les courtisans sont assez désemparés, soit ils approuvent uniquement les intentions du pharaon. Ici, ils prennent un parti radicalement différent. Donc voilà le texte. Les grands de son assemblée tinrent ce discours.
voient l'autorité des Asiatiques ne s'étend que jusqu'à Kusae et ils ont tiré leur langue, c'est-à-dire probablement donné leur parole, en parlant à l'unisson, c'est-à-dire ils ont garanti le fait qu'ils ne dépasseraient pas cette limite. Nous sommes bien aises de posséder notre Égypte, éléphantine et forte, et le centre du pays est dans notre camp, jusqu'à Kusae. On sème pour nous le meilleur de leurs terres. Notre bataille est à Quai dans le delta, du blé est livré pour nos cochons, on n'a pas volé notre bétail, on n'a pas emporté la cune pour cela. Lui est en possession du pays des Asiatiques, et nous sommes en possession de l'Égypte. Que songe à venir celui qui agit contre nous, alors seulement nous songerons à agir contre lui. C'est très intéressant d'avoir cette position finalement très pragmatique d'un groupe de l'élite égyptienne qui s'oppose finalement à la position très idéologique, très fondée sur une conception, disons, de la royauté intègre. Ici, on a des courtisans qui cherchent à prôner un statu quo sur des critères économiques, puisque finalement, tant bien que mal, la prospérité de l'Égypte reste assurée par ces accords de non-agression qui sont établis entre le royaume d'Avaris et le royaume d'Égypte. Leur position est claire, tant que nous ne sommes pas attaqués, eh bien, n'attaquons pas. Alors cet avis provoque le courroux de Kamosis qui va déclarer « Quant à votre avis, je ne saurais respecter quelqu'un qui partage le pays avec moi, je respecterai, bon, le texte est assez lacunaire, je vais faire route au nord pour me mettre en ordre de bataille contre les Asiatiques, et le succès adviendra. S'il songe à, ses yeux seront en pleurs, et le pays entier dira de moi, le prince à l'intérieur du homme thébain, Kamosis le vaillant qui a protégé l'Égypte. Si j'ai fait route au nord victorieusement pour refouler les Asiatiques, c'est sur l'ordre d'Amon aux justes décisions, avec mon armée vaillante devant moi, pareil à un souffle ardent, avec un régime de Medjaou au-dessus de notre camp pour traquer les Asiatiques Sétiou et les chasser de leur position, l'Est et l'Ouest apportant la graisse nécessaire et l'armée se procurant des nourritures en tout lieu. Alors, plusieurs constats peuvent être faits à la lecture de ces passages. D'abord, je le rappelle, le palais royal est ici le cadre d'un débat vif entre le roi et les grands du royaume qui montre de vraies divergences d'approche. Il est rare, je l'ai déjà signalé, de voir ainsi un avis contredisant aussi nettement la pensée royale s'exprimer de manière claire. L'enjeu du texte est évidemment de montrer que le point de vue du pharaon l'emporte et aboutit à un succès, mais il est aussi exceptionnel de montrer la position politique qu'adopte une grande partie de la cour face au souverain. Dans cet affrontement avec les courtisans, Kamosis va faire usage de son statut de droit divin et d'un soutien affirmé du dieu Amon-Ré. En préambule, Kamosis avait rappelé que c'est Ré lui-même, vous voyez la deuxième ligne du texte, qu'il l'avait placé en qualité de roi, lui à qui il avait accordé la victoire en vérité, avec cet ajout de « en vérité » qui est un artifice rhétorique qui montre finalement que même dans l'affirmation de sa royauté absolue, Kamosis est aussi obligé de déployer des arguments rhétoriques. Et puis, Kamosis mentionne que c'est sur l'ordre d'Amon, aux justes décisions, qu'il a mené son armée, et cette manière qu'a le pharaon de se placer finalement comme instrument de la décision du dieu est annonciatrice de la conception qui sous-tend l'idéologie royale au Nouvel Empire, qui place la décision d'Amon
comme centre de pilotage de l'élection du pharaon et de ses actions. Alors, deuxième point important, c'est que le sujet même de la controverse entre le roi et les courtisans, c'est une question politique qui engage les rapports de l'Égypte avec ses voisins et aussi son intégrité territoriale. Deux logiques s'affrontent ici, comme l'avait bien mis en évidence Mario Liverani dans un ouvrage qu'il avait intitulé Prestige and Interest. D'un côté, donc, côté prestige, la revendication d'une idéologie monocentrée qui place l'Égypte dans ses frontières ancestrales et refuse le partage du commandement. C'est la position de Kamosis, qui est cette logique de recherche du prestige. Et puis de l'autre, celle de l'acceptation d'une coexistence pacifique avec des États voisins, certes envahissants, mais permettant des échanges économiques florissants. Donc c'est la position des grands du royaume, celle qui relève en quelque sorte de l'intérêt. Comme le résumé Mario Liverani, les rôles sont attribués selon un schéma littéraire utilisant le contraste avec le cœur des conseillers prudents pour mettre en valeur la conduite ferme et héroïque du roi. Cette distinction des rôles montre clairement que l'idéologie monocentrique est motivée par le prestige, tandis que l'idéologie pluraliste est motivée par l'intérêt. Et on va retrouver ces deux pôles finalement constamment dans les textes égyptiens du Nouvel Empire. Comme l'a noté aussi Liverani, la question du prestige amène une attention extrême portée au titre de souveraineté. Le titre Eka, souverain, ou le titre de grand Our, et à la hiérarchie qui existe entre ces titres. C'est une question qui a soulevé beaucoup de commentaires. Je vous renvoie ici donc aux articles de Smith et Smith, A Reconsideration of the Kamose Text. Kim Rayolt l'a évoqué aussi, puisque la traduction de certains passages a suscité beaucoup de débats. Donc il est revenu sur ces considérations. Et puis plus récemment, Roxana Flamini, autour aussi de cette question de Eka et Our, Roxana Flamini, qui a récemment aussi publié une nouvelle étude complète de la stèle K2 de Kamosis. Kamosis, dans l'exposé qu'il fait dans la situation de départ au grand du royaume, évoque ses rivaux, donc ceux de Kerma et ceux d'Avaris, comme des grands Our. À quoi la reconnaîtrais-je ma victoire quand un chef Our se trouve à Avaris, un autre à Couche, chacun possédant sa section de l'Égypte. Et un peu plus loin, un passage est très révélateur. Quand Kamosis s'adresse au chef Hyksos en disant « Ta bouche est bien étroite en ne faisant de moi qu'un chef Our, alors que tu serais un prince Eka, au point de réclamer pour toi-même ce qui est volé, pour lequel tu vas tomber. » On comprend que l'appropriation du titre Eka, souverain, la reconnaissance par les autres potentats de ce statut et le non-partage aussi de ce titre sont des enjeux essentiels qui constituent aussi le cœur d'échanges diplomatiques pendant tout le deuxième et le premier millénaire. Ce débat portant sur les titres Our et Eka trouvera un lointain écho, je le signale juste en passant,
dans un conte ramesside conservé sur le papyrus Salier I, la querelle de Seqenenre et d'Apophis, où le souverain Ixos, donc Apophis, représenté comme un souverain monolâtre du dieu Seth, véhicule le souvenir négatif de l'envahisseur Ixos face aux Thébains. Donc ça a été étudié en détail par Spalinger dans un article du Journal Egyptian History en 2010, Two Screenplays, Kamose and Apophis and Seqenenre. Donc il est intéressant de voir comment les débats présents dans la geste de Kamosis ont alimenté beaucoup plus tard encore la littérature égyptienne avec ce que Assmann évoquera comme le traumatisme Ixos qui se reflète encore dans ces histoires recopiées à l'époque ramesside. Alors la question aussi de la hiérarchie des titres, on va la retrouver dans la lettre envoyée par Apopie au prince de Couche, son allié méridional. C'est le message que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est intercepté par l'armée de Kamosis. Donc, dans le texte, il est dit « J'ai intercepté son messager au-dessus de l'oasis qui faisait route au sud vers Couche avec une lettre écrite. J'y ai trouvé une communication écrite de la part du prince d'Avaris. Aouserré, le fils d'Éré, Apopie, salue le fils du prince Eka de Couche. Pourquoi t'es-tu proclamé prince sans me le faire connaître? As-tu remarqué ce que l'Égypte m'a infligé? Le prince Eka qui s'y trouve, alors là, probablement Kamosis a rectifié la formulation en s'attribuant ce titre Eka. Kamosis le vaillant mobilise ses troupes sur mes terres sans que je l'aie attaqué, de la même façon en tout point dont il a agi contre toi. Il a choisi les deux pays pour les amputer, mon pays comme le tien, et il les a dévastés. Viens, fais route au nord, ne rechigne pas. Vois, il est ici occupé avec moi, et il n'est personne qui puisse se dresser contre toi en Égypte. Vois, je ne lui laisserai pas le champ libre avant ton arrivée. Nous songerons alors à partager les villes d'Égypte, et Rent-et-Ren-Néfer, donc au sud, sera comblé de joie. Donc, dans cette lettre retranscrite dans l'inscription de Kamosis, Apopie commence par reprocher à celui qui règne sur Couche de s'être attribué le titre de souverain Eka sans l'avoir sollicité. Certains commentateurs voient dans la manière dont Apopie l'interpelle, comme le fils du souverain de Couche, une manière d'éluder en quelque sorte la reconnaissance de cette souveraineté. On avait vu que cette appellation fils dans la rhétorique diplomatique du Proche-Orient était une manière aussi de désigner un vassal. Quoi qu'il en soit, on voit dans cette lettre, comme dans l'introduction de Kamosis évoquée tout à l'heure, à quoi la reconnaîtrai-je ma victoire, que l'enjeu central est autant idéologique que territorial. Alors, si on regarde la lettre elle-même, c'est un précieux témoignage des échanges diplomatiques en vigueur à l'aube du nouvel empire égyptien. Et ces échanges diplomatiques, il est évident que dès cette période, l'Égypte doit nécessairement y participer. On voit aussi comment la lettre d'Apopie au souverain de Couche reflète plusieurs types de négociations. L'un sur les relations de vassalité ou d'égalité des potentats entre eux, l'autre sur les alliances stratégiques conclues entre ces potentats. Il est question pour les Asiatiques et les Couchites de s'allier pour vaincre l'Égypte et de se répartir ensuite ces territoires. Vous avez noté aussi que Apopie déclare que Kamosis mobilise ses troupes sur mes terres sans que je l'aie attaqué de la même façon en tout point dont il a agi contre toi. Donc le souverain égyptien apparaît ici condamné au regard de son rôle d'agresseur. D'autres indices des pratiques diplomatiques sont présents dans la geste de Kamosis, notamment dans le discours des grands du royaume, on l'a vu tout à l'heure, qui affirme donc que les Asiatiques ont tiré leur langue,
probablement donné leur parole en parlant à l'unisson, ce qui évoquerait la conclusion d'un pacte de non-agression, tout comme la garantie apportée à des échanges commerciaux. Donc on a là en filigrane de cette geste de Camosis de très nombreuses informations sur l'existence d'un système diplomatique auquel participe l'Égypte, même si au cœur du texte, on voit la prétention belliqueuse du souverain thébain, finalement battre en brèche ses velléités d'alliance ou en tout cas de maintien d'un statu quo pacifique. On va avoir dans cette geste de Camosis, comme pendant toute l'enquête qui va nous intéresser sur le Nouvel Empire, une tension d'un côté entre un roi qui se présente impitoyable vis-à-vis de ses ennemis étrangers, et de l'autre, les grands du royaume, qui sont eux nécessairement voués à une attitude pragmatique. Ce sont eux qui sont confrontés à la réalité politique et économique du pays, doivent gérer les relations avec les voisins, avec tous les outils diplomatiques disponibles. Alors un dernier point sur la geste de Camosis qui va permettre de faire la transition avec la suite, c'est le fait qu'à la fin de la stèle K2, on a l'évocation d'un courtisan nommé Nesha, qui est présenté comme celui qui doit inscrire le texte, la geste de son roi sur une stèle. Décret de Sa Majesté pour le prince et le gouverneur, le supérieur des secrets de la maison royale et chef du pays entier, le chancelier royal et commandant de l'astre du double pays, le directeur des courtisans et directeur du sceau au bras puissant Nesha, fait inscrire tout ce qu'a réalisé Ma Majesté vaillamment sur une stèle dont l'emplacement se situera à Ipetsut, dans le nome thébain pour l'éternité Né ainsi que l'éternité Djet. Puis Nesha s'adressa ainsi à Sa Majesté: je vais agir conformément à ce que m'a ordonné mon Seigneur pour que dure ma faveur d'auprès du roi. Donc ce directeur des choses scellées, Nesha, qui est aussi directeur des courtisans, occupe un rôle prééminent à la cour du roi. Son rôle n'est mis en valeur qu'à la fin du texte dans le processus de production de la stèle, mais on devine que le personnage a certainement joué un rôle plus important dans le reste de l'histoire ou dans la composition même de l'œuvre. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce personnage représenté en petite taille, certes, mais représenté dans différents cas de figure un peu plus loin, cette stratégie d'insertion de la figure du courtisan dans des contextes royaux, de Conix Novello notamment, qui montre finalement la manière dont ces hommes de cour cherchent à installer leur présence, à signifier aussi leur participation importante au processus de décision ou de commémoration des décisions royales. Alors cette présence de Nesha sur la seconde stèle de Camosis nous introduit à ce qui était plus particulièrement le thème du jour, à savoir les portraits de courtisans du Nouvel Empire. Alors pour remplir cette galerie de portraits, les candidats ne manquent pas, même si on se limite aux courtisans de premier rang, qu'on pense évidemment à Sénénmout sous Hatshepsut, Amenhotep fils de Apou sous Amenhotep III, Haï, Horemheb et Paramessou à la fin de la XVIIIe dynastie, et beaucoup d'autres noms peuvent être cités pour l'époque ramesside. Pense au vizir Pazer, par exemple, sous Séti Ier ou Ramsès II, ou l'ambassadeur Netcherwimès Pirirnawa sous Ramsès II,
que nous avions vus la semaine dernière. Ce ne sont évidemment que quelques exemples. Les portraits par lesquels nous sont connus ces personnages relèvent de produits de stratégies discursives ou monumentales qui peuvent être de différents ordres. Alors, la plus répandue, c'est évidemment celle du monument commémoratif, la tombe, la statue, qui inclut une biographie ou une autobiographie du personnage, comme on veut l'appeler. Et on en a des exemples célèbres au Nouvel Empire. Pour l'illustrer, j'ai choisi donc l'exemple d'Amenhotep, fils de Apou, éminence grise d'Amenhotep III, certainement la figure la plus accomplie de l'homme de cour de cette période, avec une stature d'érudit et de sage qui lui a conféré une postérité bien au-delà de sa mort, puisqu'il a été divinisé et est encore l'objet de dévotion dans des sanctuaires qui lui sont dédiés à l'époque gréco-romaine, en compagnie donc d'Imhotep, autre figure de sage qui remonte, lui, à l'Ancien Empire. Alors, l'envergure d'Amenhotep, fils de Apou, en tant que courtisan, est certainement comparable à celle du vizir Mentuhotep que nous avions rencontré l'an dernier, aux côtés du pharaon Sésostris Ier, et à qui l'on doit aussi nombre de réalisations à Karnak. Comme Mentuhotep, Amenhotep, fils de Apou, s'est illustré dans la réalisation de grands travaux pour Amenhotep III, notamment le colosse du 10e pylône, et il en tire l'insigne honneur d'être présent à la place d'honneur dans les célébrations du règne, notamment la fête Sed, la célébration du jubilé. On peut le voir sur les reliefs du temple de Soleb, cité nominalement parmi les participants de la fête, à côté d'autres grands personnages comme Nemmerhotep ou le vizir Ramosé. Le statut de courtisan d'exception que possède Amenhotep III s'exprime par sa propre composition à sa gloire, qui est gravée sur sa statue, que possède Amenhotep, fils de Apou, pas Amenhotep III, s'exprime par sa propre composition à sa gloire, qui est gravée sur une statue cube, actuellement conservée à Luxor. Cette statue fut découverte par Georges Legrain à proximité du 3e pylône de Karnak, érigé, lui, par Amenhotep III. Alors, vous avez dans ce texte la description, en quelque sorte, du courtisan idéal, celui qui a fait les lois pour celui qui est dans le palais, dont on a promu la position, qui donnait des instructions aux courtisans du roi grâce aux discours émanant de l'intérieur du palais, donc rôle d'intermédiaire que l'on va revoir ensuite entre le pharaon et les courtisans, qui contentait en tout ce qu'il réalisait, pardon pour la coquille, sans bassesse envers ses contemporains, qui a exécuté les ordres comme ils avaient été donnés, sans faire d'écart par rapport aux lois. Un scribe véritablement compétent, calculant toutes choses, dispensateur de millions, comptable de milliers, dont le calame a additionné des centaines de mille, dignitaire auguste lorsqu'il était sur terre. Un homme qui approuvait les discours excellents et qui méprisait les comportements vicieux, qui s'écartait quand il voyait un criard, véritable élève royal du roi, aux faveurs bien établies dans le palais. C'est la traduction du texte par Bernard Mathieu que je reprends ici en faisant quelques petites modifications ponctuelles. Amenhotep, fils de Apou, se présente aussi comme l'unique du roi, son aimé, vénérable des vénérables, dignitaire parmi les courtisans, un être exceptionnel parmi les résidents du palais, contrôleur de tous les métiers du roi, courtisan grand amour au service du seigneur du double pays, un homme qu'on élevait à la cour, à la parole pertinente et aux sentences posées, un confident qui pouvait approcher son seigneur, un être unique et efficace sans pareil qu'on promouvait grâce à l'efficacité de ses avis, celui que le roi distinguait de ses semblables, dont le double pays connaissait l'excellence du comportement, un véritable intime du roi, son aimé, un homme dont le discernement a promu la famille. Alors là, on retrouve évidemment tous les mécanismes de la vie de cour, la promotion par la faveur royale, la compétition entre les courtisans,
le rôle du discours qui permet de distinguer l'homme de cour de ses contemporains par l'art de la formule adaptée et adéquatement exprimée. Et puis le texte se termine « J'étais un homme véritablement auguste au sein de la foule, à savoir quelqu'un à l'esprit accompli quand il cherche la logique des choses étranges, avec la même facilité que pour les choses évidentes, qui trouve la bonne formule quand elle se trouve en lacune, qui possède la sagesse. » Donc une ouverture aussi vers les capacités d'érudition exceptionnelles d'Amenhotep, fils de Apou. Un peu plus loin dans le texte, Amenhotep aussi souligne ses qualités de constructeur, de chef de travaux, d'un cœur utile quand il recherchait les monuments destinés à perpétuer le nom vénérable de son maître. Alors on pourrait s'attarder ici sur les caractéristiques du discours autobiographique des courtisans au Nouvel Empire, ce qui nous emmènerait certainement trop loin. Je rappellerai simplement ce que nous avions évoqué l'an dernier, à savoir que ce discours autobiographique du Nouvel Empire se construit souvent, alors pas forcément celui d'Amenhotep, fils de Apou, mais dans la plupart d'autres cas de ses contemporains, se construit souvent à partir de clichés et de séquences largement empruntées aux époques antérieures. On avait vu cet exemple de la stèle de Carès, qui date de la XVIIIe dynastie, qui reprend le même schéma formulaire que l'autobiographie de Montuhotep, le vizir de Sésostris Ier à la XIIe dynastie, en modifiant simplement le fait que Carès était au service d'une maîtresse et non pas d'un maître, donc adapte ce texte qui est repris ici quasiment intégralement avec les mêmes formules, ce qui fait que ces portraits, en quelque sorte, que s'appliquent les courtisans au Nouvel Empire, sont souvent des portraits d'emprunt qui tissent un certain nombre de formules toutes faites, de clichés qui ont fait leurs preuves antérieurement. Vous retrouverez des analyses de ces phénomènes dans un article que j'ai consacré justement à cette notion de cliché dans les autobiographies égyptiennes. Alors, clichés qui ne sont pas forcément perçus toujours négativement, puisque ce sont aussi des formules qui rencontrent un certain succès et qui sont des formules reconnues en quelque sorte dans la société égyptienne, mais qui parfois amènent les rédacteurs à doter leur texte de protestation de véracité en signalant que les formules qu'ils utilisent s'adaptent réellement à leur cas et ne sont pas des formules d'emprunt. Vous retrouverez un grand nombre de biographies ramessides aussi dans l'ouvrage d'Elisabeth Froude, qui compile un certain nombre de textes, une synthèse très riche sur l'autobiographie égyptienne, incluant le Nouvel Empire par Andrea Gnirs, l'ouvrage de Gouche sur le service du roi, qui rassemble un grand nombre de formules autobiographiques sur les fonctionnaires de la XVIIIe dynastie, et de manière plus générale sur toutes les épithètes utilisées dans les autobiographies de particuliers, la thèse d'Elsa Rekal, soutenue en 2005. Ce type de discours autobiographique n'est pas le seul moyen d'autopromotion du courtisan, qui peut aussi, au Nouvel Empire, s'emparer de genres réservés normalement au discours royal, comme par exemple la Conix Novellae, ce roman royal, cette narration royale que nous avons déjà largement évoquée tout à l'heure. Un exemple exceptionnel nous est fourni par la tombe de Kénamon à Cher Abdel Gourna, sur la rive ouest de Thèbes, c'est la TT 93. Kénamon, c'est un courtisan issu du Sérail, frère de lait d'Amenhotep II, qui a passé sa jeunesse en compagnie du souverain à Memphis, puis fut son compagnon d'armes. Et dans sa tombe, Kénamon, pour raconter sa nomination au rang d'intendant de Pérou-Néfer, ce port constitue certains à Memphis, d'autres à Avaris. Donc, pour raconter cette nomination, Kénamon va emprunter le genre de la Conix Novellae,
dans laquelle Amenhotep II, donc, qui est représenté dans la tombe sous son dé, discute avec des courtisans. Alors le texte est particulièrement savoureux. Il commence par la formule classique « Apparition de Sa Majesté sur le grand trône, sur le dé d'électrum », les grands et les amis des deux côtés auprès de lui. Sa Majesté dit aux grands de la place du Conseil, à l'escorte du palais, aux chanceliers de la cour, aux amis du palais, « Mon souhait est de faire briller l'Égypte comme le ciel, alors que mon cœur fait confiance à... » Alors il y a beaucoup de lacunes, certaines ont été complétées dans la traduction qu'a présenté Stéphane Pasquali, grâce aux restitutions notamment de Elk, mais il reste encore quelques passages obscurs. Ma Majesté désirait faire que fût promu un intendant dans Pérou-Néfer alors que j'étais inépoux, donc c'est-à-dire encore un prince destiné à régner. Il le dirigera, parachevant les travaux royaux pour le trône, quelqu'un qui inspire l'affection, qui fait des choses utiles pour l'avenir, qui suit sa conscience, qui mène à bien ce qui lui a été dit, quelqu'un pour lequel on ne peut trouver de défaut. Et alors ensuite, le pharaon demande aux courtisans de lui citer la personne qui irait idéalement pour ce poste. Alors que chacun expose ses idées, mais au final, c'est le roi qui fera ce qui lui est ordonné, sous-entendu par la divinité. Et alors les courtisans ici vont s'en tirer par une pirouette rhétorique de la plus grande adresse. Ils dirent devant Sa Majesté, « On agira selon tout ce que tu as ordonné au prince des seigneurs, mais peut-on guider Horus qui est dans le ciel pour parcourir le firmament ? Est-ce à Ptah, l'Auguste, le supérieur de l'artisanat, que l'on donne des instructions sur le savoir ? Peut-on enseigner le langage à Thoth ? Eh bien, on doit agir de même pour ta Majesté. Si tu communiques avec un ignorant à l'aube, il sera plus sagace que les savants. Si tu parles à un lâche, il deviendra courageux aussitôt, sans délai, car tu errais. Ce que tu as déterminé ne peut être défait. C'est ce que ton cas a ordonné qui arrivera. » Donc là, un summum de flatterie pour le pharaon, auquel donc les courtisans renvoient la responsabilité de décider qui sera l'intendant de Pérou-Néfer. C'est alors qu'il entrait par la porte qu'on le découvrit conforme à ce que proférait le roi. Puis Sa Majesté parla pour les grands du palais assemblés et pour les rois qui viendront après lui en ces termes. « J'ai ordonné que l'on nomme Kénamon intendant dans Pérou-Néfer, car il correspond à ce qui a été enjoint. Tu le pourvoiras comme les ancêtres, et puis alors que j'étais inépoux. » Donc on a ici, dans la tombe de Kénamon, une mise en scène de Königsnövele qui introduit en quelque sorte les mérites du courtisan par l'intermédiaire du discours royal, donc une stratégie finalement qui renforce encore l'autopromotion de ce Kénamon par un discours en quelque sorte détourné du discours royal habituel. Comme l'a noté Andreas Stoder dans les mélanges Christian-Zivikosh, ce texte fait partie d'un groupe de 3 Königsnövele des règnes de Thoutmôsis III à Amenhotep II qui reprennent les codes du genre pour l'adapter à la gloire d'un particulier. Donc dans ce groupe, on a la nomination du vizir Ouseramon dans la TT 131, le récit de l'expédition de Sénéfri, la TT 99, et donc ce texte de l'investiture de Kénamon comme grand intendant de Pérou-Néfer. Alors ce n'est pas la seule fois au Nouvel Empire où des particuliers vont s'arroger en quelque sorte ce genre de la Königsnövele. On va retrouver le même dispositif à Armim, donc dans la vallée du Nil, où on a un sanctuaire d'Aï, donc le conseiller amarnien devenu pharaon, à la toute fin de la XVIIIe dynastie, donc sur le site de El Salamouni, donc dans la région d'Armim, d'où était originaire précisément Aï.
Vous avez ici une vue de ce sanctuaire et puis une vue de l'inscription qui est placée au-dessus de la porte principale d'accès. On voit qu'on a une scène d'offrande aux dieux par le roi, relativement classique dans la partie supérieure de la stèle, mais qu'à la base, on a deux représentations d'un particulier qui est ici Nartmin, chef des travaux, qui avait été mis en responsabilité par Aï d'ériger ce sanctuaire d'El Salamouni. Alors, le texte a été étudié récemment, notamment par Benoît Lurson dans un article de la Zeitschrift en 2019 et retraduit par Marc Gabold dans Égypte, Afrique et Orient, une nouvelle version de la traduction qu'il avait proposée dans son ouvrage sur Toutankhamon. Alors, le texte prend les apparences d'une Königsnovelle classique. Il était une fois la majesté d'un roi de Haute et Basse-Égypte, donc Aï, dieu prince de Thèbes, qui était un roi bénéfique dans le pays tout entier. Or, il advint un de ces jours que sa majesté se mit à rechercher ce qui serait utile pour contenter toutes les divinités, pour améliorer les sanctuaires des dieux et pour célébrer leurs offrandes originelles sur terre, qui étaient en état de pénurie, allant en décrépitude. Alors, dans ces textes, évidemment, on est aussi dans l'atmosphère post-amarnienne d'une déréliction générale des sanctuaires d'Égypte, qui avaient été abandonnés par le pouvoir au profit du culte d'Aton, et donc une remise en état des sanctuaires locaux qui s'expriment donc par une série de décisions royales à cette période. Aï participe à cette relance des cultes locaux, particulièrement à Armim. Après des échanges avec ses courtisans, donc dans le texte, il fait mander Nartmin. Sa Majesté fit donc en sorte que l'on mande le scribe et prêtre pur à la proue d'Isis, Nartmin, afin de s'entretenir avec lui. Convoqué, donc Narmim lui fut amené aussitôt et il se jeta à plat ventre en présence de Sa Majesté. Sa Majesté lui fit part de sa promotion au rang de premier prêtre de Mime ainsi que de directeur de travaux afin de faire des monuments à l'intérieur d'Armim en recherchant les occasions d'être utile afin d'être agréable aux dieux de sa ville. On retrouve cette même formulation de la recherche de l'utilité. Et puis, un peu plus loin dans le texte, donc Narmim dit ensuite à l'intention de Sa Majesté « Loué soit l'œuvre de ta Majesté, les dieux d'Armim t'assigneront par écrit des millions d'années, car tu es leur fils, dont fortunées sont les entreprises après que la double Mahat s'est établie sur ta poitrine. » Le texte se poursuit par un long panégyrique final d'Aï, qui n'est pas sans rappeler pour certains passages donc la prophétie de Néferti. Mais dans le texte, et cela a aussi été noté, c'est surtout l'architecte, le maître d'œuvre du monument qui est glorifié, et en l'occurrence Nartmin, donc qui s'est mis à l'honneur en quelque sorte aussi à l'intérieur du texte. Donc on a l'utilisation du format de la Königsnovelle pour promouvoir aussi le statut du courtisan de premier rang, promu par le pharaon sur ses mérites et qui participe aussi évidemment à la glorification du pouvoir royal. Donc à travers cet exemple, on voit la diversité en quelque sorte des stratégies qui sont adoptées par les courtisans pour parvenir à fixer leurs souvenirs et leur statut, à laisser en quelque sorte leur portrait pour la postérité.
Alors pour poursuivre la galerie de portraits, j'ai choisi d'axer la dernière partie de la présentation d'aujourd'hui sur une figure particulière qui est celle d'Horemheb, dont on connaît par différentes sources la carrière de courtisan et de diplomate avant qu'il ne devienne lui-même pharaon à la fin de la XVIIIe dynastie. Alors, même si on va se concentrer sur Horemheb, vous verrez aussi qu'au fil des parcours que nous allons mener, il y aura nécessairement de nombreux détours pour saisir les cadres dans lesquels interpréter les documents étudiés, et nous allons rencontrer d'autres portraits de courtisans éminents à cette occasion. Alors, Horemheb est un des personnages majeurs de l'après-Amarna. Il fait partie de ce groupe d'hommes de cour comme Haï ou Maya qui doivent gérer l'après-Akhénaton, période agitée, qui débouche sur le règne d'un tout jeune roi, Toutankhamon, qui n'a pas la stature pour régner. Margabold et Nozomu Kawai ont récemment passé en revue les acteurs de cette période, ces hauts courtisans qui sont d'ailleurs rassemblés pour tirer le cercueil de Toutankhamon sur une paroi de sa tombe, avec une légende là qui nous dit paroles à dire par les courtisans sémérous et les grands du palais royal qui tirent en procession l'Osiris, et puis on a la titulature de Toutankhamon. Alors, parmi ces personnages, malheureusement laissés anonymes, on a supposé que celui qui était le plus proche du cercueil devait être Horemheb, suivant les deux vizirs. La scène a été comparée aussi à une scène de deuil de la tombe de Tahémaat-Ti, grand prêtre de Ptah, dont un bloc est conservé à Berlin. Horemheb est désigné sous l'appellation Erpat, Iripat, qui renvoie à un statut de prince héritier, un statut important qui donne généralement ensuite accès à la royauté, et puis son titre de mère Mécha. Là, il est placé devant les deux vizirs et un certain nombre de courtisans qui sont désignés ici par leur titre. Donc on a en quelque sorte, à travers l'image de la tombe de Toutankhamon et puis celle de ce bloc de Berlin, auquel on peut ajouter aussi une scène de la tombe de Maya, des vues assez rares du groupe de l'élite de la cour rassemblée, malheureusement sans pouvoir en préciser donc la composition de manière extrêmement précise. S'agissant d'Horemheb, grâce à la tombe qu'il s'est fait aménager alors qu'il était général du jeune Toutankhamon, donc il aura évidemment sa tombe de pharaon beaucoup plus tard dans la vallée des rois. Nous possédons donc, grâce à cette tombe memphite, des données précieuses sur son statut de courtisan avant qu'il ne devienne lui-même pharaon. Nous y reviendrons évidemment, mais nous allons d'abord nous intéresser à d'autres documents d'Horemheb, à savoir certaines de ses statues. 3 statues d'Horemheb en scribe datent de la période qui précède son accession au trône, chacune ayant leurs caractéristiques propres, au point qu'on puisse y voir 3 états de l'avènement d'Horemheb vers le trône, comme l'a analysé aussi récemment Nozomu Kawai dans un article paru dans le Journal of Egyptian History en 2010. Et dans cet article, il a notamment aussi mis en évidence l'existence de cette 3e statue, sur laquelle nous reviendrons, qui était jusque-là totalement inédite. Alors nous avons ici 3 représentations d'Horemheb en scribe.
Alors, il faut préciser d'abord que la représentation en scribe est adoptée par les courtisans de premier plan à la fin de la XVIIIe dynastie, à la suite d'Amenhotep, fils de Hapou, éminence grise donc d'Amenhotep III que l'on a rencontré tout à l'heure. Sur ces statuts de scribe prestigieux et le statut aussi de scribe royal qu'il porte fréquemment, je vous renvoie à 3 références où vous trouverez la bibliographie complémentaire, les travaux fondamentaux de Ligue Delvaux, sur d'abord les grandes statues de scribes à la fin de la XVIIIe dynastie, parues dans les mélanges d'Erchin, et puis sa thèse sur laquelle on reviendra également, donnée en récompense de la part du roi, soutenue en 2008, et puis un article récent de Baudouin-Luzianovic qui consacre une thèse aux scribes royaux et donc qui s'est intéressé aux caractéristiques de ces personnages et des monuments qu'il consacre dans les temples. Il a été noté par les commentateurs que ces statues, qui sont souvent attribuées par don royal, et récompensent l'activité de chefs des travaux, de fonctionnaires dont la responsabilité dans la gestion de grands monuments pour leur souverain est ainsi gratifiée. On a effectivement sur ces statuts assez fréquemment la précision qu'ils ont été donnés par faveur royale, ici donné par faveur royale pour Amenhotep juste de voix, qui dit « Le roi m'a placé comme directeur des travaux dans la montagne de quartzite, de Djebel Armar, pour diriger les montagnes de son père Amon dans Karnak. J'ai apporté de très grands et nombreux monuments sous forme de statues à sa majesté d'un excellent travail, de l'Héliopolis du nord à l'Héliopolis du sud, afin qu'elles occupent leur place à l'ouest de Thèbes. Mon maître fit pour moi un acte profitable, il a placé ma statue dans le temple d'Amon, car il savait qu'elle existerait pour l'éternité. » Donc le texte montre les conditions de production et de consécration du monument qui le porte, donc à savoir une sorte de rétribution du courtisan pour les réalisations qu'il a menées, réalisations architecturales au bénéfice du pharaon qu'il sert. Alors on peut citer aussi une autre statue qui a été publiée récemment par Philippe Colombert, en 2002. Elle a été découverte à Esna, mais provient très probablement de Karnak. Et le texte commence aussi par l'expression donnée par faveur royale pour le temple d'Amon dans Karnak au prince et gouverneur Amenhotep, fils de Hapou. Le processus du don royal n'est nulle part mieux illustré que dans la tombe de Khénamon, qu'on évoquait tout à l'heure, qui montre comment des statues préparées pour Khénamon sont apportées avec des scènes de liesse et nombre d'offrandes associées pour orner les temples, notamment. Et on voit aussi que accompagnent ces statues du particulier des statues royales. Donc il faut bien avoir en tête que ces statues, qui sont consacrées au bénéfice d'un particulier dans le temple, sont associées en quelque sorte à des fondations cultuelles, généralement en lien avec une statue royale, et le particulier bénéficie en quelque sorte du circuit d'offrande qui est installé autour de la statue royale en second bénéficiaire. Donc il y a tout un circuit qui est à la fois économique et théologique qui est construit autour de ces monuments qui ne sont pas simplement là déposés comme des souvenirs dans les sanctuaires. Alors, le don royal concerne aussi
d'autres types de statues, hein, notamment les shawaptis, ce qu'on appelle les shawaptis extrasépulcraux, hein, qui sont des statues qui ont la forme de ces shawaptis funéraires, au nom de personnages de l'élite, donnés aussi par faveur royale, et qui sont déposés dans certains lieux osiriens, notamment la nécropole royale d'Abydos ou le site de Giza, donc à proximité de Rosetaou, donc des lieux d'accès au royaume osirien qui permettent de démultiplier la présence du haut personnage dans ces sanctuaires osiriens, ces lieux d'accès vers le royaume d'Osiris, et d'assurer ainsi sa participation au rite osirien et sa survie post-mortem. Donc tous ces aspects de l'attribution de dons royaux, de statues et d'effigies de particuliers pour les associer aux différents sanctuaires en Égypte, tout cela a été étudié en détail par Luc Delvaux dans sa thèse de 2008, auquel je vous renvoie. Un autre exemple de shawapti de Kénamon, trouvé à proximité d'Abydos, de la tombe de Djer à Abydos. Un autre aspect fondamental des statues en scribe installées par Amenhotep, fils de Apou, près du 10e pylône de Karnak, est qu'elles sont conçues comme des intercesseurs entre le fidèle et le dieu Amon, exactement comme le courtisan est l'intercesseur auprès du pharaon. Donc, les textes sont très explicites hein, sur les deux statues d'Amenhotep, fils de Apou, en scribe. On a des invocations aux habitants de Karnak qui souhaitaient voir Amon. Venez à moi, je transmettrai vos requêtes. Je suis le héros de ce dieu, afin de lui annoncer les paroles des deux pays lorsque vous prononcez la formule d'offrande, etc. Ou alors, dans le deuxième texte, je rapporte ce qui m'est dit à Amon à Karnak lorsque vous prononcez la formule d'offrande, car je suis le héros, Houem, que le roi a désigné pour entendre vos paroles de supplication et faire monter les affaires des deux pays. Amenhotep joue dans le temple le rôle de sas auprès du souverain des dieux, le même qu'il assurait dans le palais royal auprès du souverain des hommes. C'est son rôle de héros qui est mis ici en avant, pas tant celui de scribe, de juge ou de savant. Et en passant, il est intéressant de voir que c'est ce statut de messager dans la vie réelle qui conditionne le pouvoir de pratiquer l'intercession dans le monde divin. Un exemple est particulièrement parlant, c'est une statue d'un chauve d'Hathor, une catégorie de statues de personnages qui jouent le rôle d'intercesseur. C'est la statue d'Amenemhet à l'époque de Ramsès II, qui est conservée à Luxor. Et le personnage va exposer d'un côté sa carrière et de l'autre ses capacités d'intercesseur auprès de la déesse Hathor. D'un côté, il évoque le fait que le pharaon l'a fait conducteur de chars et chef de la charrerie. Il me favorisa en raison de mon excellence, il me fit commandant de son armée. Mon Seigneur me favorisa en raison de mon exactitude. Il m'envoya en qualité de messager du roi vers tous les pays étrangers et je lui disais comment se trouvaient les pays étrangers dans chacun de leurs aspects. Donc un envoyé royal qui joue le rôle de diplomate et d'ambassadeur auprès des pays étrangers. Et dans son rôle de chauve de la déesse, qu'assume sa statue dans le temple, je suis le chauve de la déesse, le porte-parole de sa maîtresse, quiconque aura des requêtes à formuler, qu'il les dise à mon oreille, et je les répéterai à ma maîtresse à son heure d'apaisement. Et donc là, on a un autre type de rôle de messager qui est assuré par le personnage qui reprend en quelque sorte les mêmes capacités qu'il avait dans la vie réelle, cette capacité de transmettre des messages, de formuler des requêtes et peut-être aussi de se montrer diplomate avec
le haut personnage ou la haute figure avec laquelle il s'entretient. Donc dans les deux cas, une mise en parallèle du statut d'intermédiaire qui est celui du courtisan ou d'intercesseur dans les temples. Alors revenons au statut d'Horemheb. On en a trois, donc on les évoquait tout à l'heure. La première statue provient de Karnak, la statue Caire CG 42-129. Elle a été trouvée par Georges Legrain au sud-ouest du sanctuaire de granit. Elle a beaucoup souffert et n'est conservée que jusqu'à la ceinture. Elle est dédiée par le flabellifère à la droite du roi, le prince héréditaire, le généralissime et scribe royal Horemheb. L'inscription comporte, autant qu'on puisse en juger, un hymne exaltant le pouvoir royal de Toutankhamon, donc une statue qui conserve des accents très loyalistes. Parmi les épithètes autobiographiques que s'attribue Horemheb, on note qu'il est Setep Medut Er, et puis on peut restituer Tchessou par les parallèles que l'on a sur cette séquence, aux propos choisis, aux sentences sereines, épithète que l'on retrouve dans d'autres textes au Nouvel Empire qui caractérisent des orateurs ou des auteurs de premier plan. Donc ce sont ces qualités d'éloquence ici qui sont notamment soulignées. La seconde statue, qui est au centre de l'image, c'est la mieux conservée. Elle provient, en tout cas on le suppose, de Memphis, et est actuellement conservée au Metropolitan Museum de New York. Robert Harry a établi qu'elle a dû être créée quelques années après la précédente, puisqu'elle comporte des titres supplémentaires révélant le haut statut atteint par Horemheb à la cour de Toutankhamon. Il est ici ami unique et représentant idénou du roi à l'avant du double pays, ce qui serait le plus haut titre porté par Horemheb, recouvrant en quelque sorte une délégation quasi totale des fonctions royales. Alors dans ce texte, dans cette statue, on a une inscription qui comporte à la fois une présentation d'Horemheb lui-même et un hymne au dieu Thoth. Et il a été évidemment noté par les commentateurs que les deux parties du texte se faisaient opportunément écho pour souligner qu'Horemheb jouait auprès du roi le rôle que Thoth joue auprès du dieu Ré. Concernant Horemheb, on a le portrait suivant. J'étais un homme de précision à la cour, Aka en Shenit. Qu'on me rapporta le moindre tort, ma langue était acérée pour le rectifier. J'étais celui qui fixait les lois pour le roi et qui dictait le protocole de la cour. Expert dans ma parole, il n'était rien que j'eusse ignoré. J'étais un guide pour chacun, faisant connaître à chaque homme son rang, sans négliger les instructions qui m'étaient données. J'étais celui qui informait le seigneur du double pays, qui contestait toutes les négligences et qui n'oubliait pas ce qu'avait dit son seigneur. J'étais le héros de l'assemblée sans jamais oublier les décisions de sa majesté, pour le cas du prince et scribe royal Horemheb. Si je lis maintenant un passage concernant Thoth, on nous dit à propos du dieu, il est le juge de chaque individu, expert dans la barque des millions, qui te hâte pour l'humanité en-Mémet, reconnaissant un homme à son expression, et qui fait se dresser le forfait contre son auteur. Toi qui apaiserais, qui fais remonter les requêtes au Seigneur unique en lui permettant de prendre connaissance de tout ce qui est advenu, à l'aube, quand il appelle depuis le ciel, sans jamais négliger le rapport de la veille. Donc on voit le parallélisme qui est établi dans ce rôle d'intermédiaire autant que de juge qui est commun à Horemheb vis-à-vis du pharaon et de l'Égypte et à Thoth vis-à-vis du dieu Ré. Et le prestige évidemment divin du second rejaillit naturellement sur le premier. Alors dans le texte de la présentation d'Horemheb,
on note cette expression Ded Tepred en Shenit, qui dictait le protocole de la cour. On retrouve ce terme Tepred que l'on a fréquemment rencontré, qui renvoie à ce que j'appellerais donc le protocole du palais ou l'étiquette. Et donc c'est ce haut personnage, Horemheb, qui est en charge de la définition même des règles à suivre à la cour, en tout cas est en charge de faire respecter ces règles. On va retrouver cette expression dans les présentations d'autres personnages éminents du Nouvel Empire et même tout à fait contemporains d'Horemheb, comme le vizir Ramosé à Thèbes, dont vous avez ici une image des reliefs de la tombe, un TT 55, qui comporte dans l'autobiographie du personnage cette même formule Det Tepred en Shenit. On le retrouve aussi dans la présentation du chef de protocole pour la fête 7 d'Amenhotep III, Rerouef, dont nous avons déjà abondamment parlé. Alors la troisième statue d'Horemheb, donc celle de droite sur l'image, qui, comme je l'avais signalé, a été redécouverte tout à fait récemment par Nozomu Kawai. Elle a été découverte dans un magasin de Karnak et son origine est donc très probablement thébaine. Alors, de toute évidence, le type statuaire, qui est le type de la statue de scribe, renvoie à une statue de particulier, et le nom du personnage qui est présent sur la statue, Horemheb, ne prend pas de cartouche, donc on est dans un contexte non royal. Mais le contenu du texte s'apparente très étonnamment à une scène d'élection divine du roi. Sur la base, Horemheb, lui, s'adresse aux courtisans comme un roi s'adresserait dans une Conix Novelle à la cour pour délibérer. Aux courtisans, les Sérous, les Amis, les Sémérous et les grands Ourous du palais qui est aux côtés de Sa Majesté, regardez de vos propres yeux les plans du Seigneur des dieux. Il m'a choisi à accomplir la justice, son plan étant établi de sorte qu'il m'accorde plus qu'eux. Et puis, donc là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est cette expression Setepenef oui, qui marque l'élection du personnage par le dieu, qui est qualifié de Nebnetcheru, qui est une désignation d'Amon, généralement sous sa forme oraculaire, qui donc montre qu'on est dans un contexte d'élection divine par le roi Amon, qui rappelle ce qu'on peut trouver dans les scènes d'élection divine à l'époque d'Hatshepsut et de Thoutmôsis III. Sur le papyrus, on a un texte qui est en partie fragmentaire, celui qui rend festif, celui qui refait à neuf ce qui plaît au Seigneur des dieux, Amon, Seigneur des trônes des deux terres à Karnak, celui qui érige ces monuments qui ont été détruits en cherchant ce qui est efficace pour son Seigneur. Donc on retrouve la même formule liée à l'activité de chef des travaux, roi des dieux, celui qui magnifie sa ville plus que toutes les autres terres, continuellement de tous côtés, celui qui consacre le personnel qui lui est attaché continuellement par le prince héréditaire, le scribe royal, Horemheb, etc. Donc on a dans cette stratégie discursive d'Horemheb sur cette statue de scribe, une approche en quelque sorte de ce qui serait un genre utilisé dans son futur statut, celui de Pharaon, mais il est tout à fait étonnant de voir qu'à ce stade, même en tant que personnage non royal, il s'attribue en quelque sorte
cette mise en scène d'une élection divine devant la cour réunie et la perpétue par une inscription dans la pierre à travers cette statue de scribe. Donc on a vu en quelque sorte à travers les 3 statues d'Horemheb comment on peut percevoir son évolution en quelque sorte de courtisan loyal à Toutankhamon, parfait homme de cour, jusqu'à celui qui est finalement à l'aube de prendre le pouvoir et s'accorde en quelque sorte devant les courtisans réunis une élection divine. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui et nous aborderons la semaine prochaine l'audience des délégations étrangères menées par Horemheb devant Toutankhamon. Je vous remercie, bonne semaine.